Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Fred. Alors, tu es une grande pionnière du web. Tu as créé plusieurs entreprises, 4 je crois, dont Cashstore dont on va parler, et Envie dont on parlera aussi, qui est ta nouvelle aventure entrepreneuriale juste après. Tu as su repartir de zéro plusieurs fois, en t'expatriant même jusqu'à New York pour te challenger. Bon, ton énergie est assez légendaire, tu la partages autour de toi très généreusement. Alors tu connais le principe de l'émission, on va parcourir tout ce que tu as fait, on va essayer de trouver et de comprendre tes émotions, tes ressentis, aussi tes apprentissages sur le parcours, tout ce que tu as pu apprendre grâce à cette expérience-là, et en même temps en la créant. Et puis on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes clés de ton parcours. Alors c'est parti, on commence par tout simplement le début. Alors tu es né en 73 à Rueil-Malmaison, Yes. Dans les Hauts-de-Seine. Et tout de suite, tu t'intéresses à l'informatique. Donc, on a retrouvé un de tes devoirs de CM2, voilà, du 5 mai 1983, qui dit bon devoir, 8,5, c'était sur 10. C'est assez... Madame Lecointre ne m'aimait pas du tout, la maîtresse de CM2. Et donc, tu vois, c'était pas... Il n'y a pas de faute, 8,5, c'est un peu cher c'est payé. 8,5 sur 20. Non, sur 10. Ah, sur mais moi, j'aimais... c'est bien, 8,5 non, sur tu 10, trouves? c'est pas mal. D'accord, moi, je trouvais que En c'était cher France, payé. on met jamais, tu fais 10 sur 10 ou 20 sur 20. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce devoir-là, tu dis... quand je serai grande, je voudrais créer une société d'informatique et la diriger. Et tu dis... ouais, c'est un domaine nouveau. Rendre les tâches qui se font à la main plus faciles. Donc, alors, tout est là. C'est dingo. CM2, c'est un peu tôt. Ça représentait quoi pour toi l'informatique à l'époque? Ça me fascinait. Tu vois, j'avais oublié ce devoir, en fait. C'est mon papa qui a exhumé tous ces petites... ce rapport de la cave, là, et je me suis dit, j'avais oublié, et en fait, en me reprojetant au moment où j'avais écrit ça, je me souviens que ça me fascinait. J'imaginais des très grosses machines qui faisaient le travail des humains, et puis l'idée de... C'était très, très gros. Ouais. T'imagines, en 83, enfin, dans la tête d'une petite fille de 10 ans, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est, je disais, être son propre patron doit donner beaucoup de travail et rapporter beaucoup d'argent, quoi. Tu vois, déjà, qui t'a à faire. C'est drôle. Je pense que ça me fascinait parce que c'était nouveau. Oui, il y avait aussi tout ce côté nouveauté. C'est d'ailleurs toujours nouveau. Hein. Enfin, c'est un secteur dans lequel mais c'est tout le temps. Cette curiosité-là, elle m'a jamais quittée, je crois. Et alors, tu continues. Après avoir obtenu un bac S, tu rentres en prépa BL au lycée Sainte-Marie de Neuilly. En 93, tu vises Normal Sup, mais finalement, tu pars à l'ESCP, une école de commerce parisienne. Alors, tu voulais être philosophe ou entrepreneur? Oui, j'ai raté. En fait, je rate Normal Sup. Mais tu voulais être philosophe ou tu voulais être... En fait, j'avais oublié, je pense. Mais il y a un lien entre les deux, tu vois. Il y a cette idée d'avoir prise sur le monde, mais il faut aussi le contempler pour bien le comprendre. Donc, finalement, les deux sont c'est assez lié. Et je rate Normal Sup et on me dit, non, c'est pas grave, tu peux aller échouer dans une école de commerce. Pour moi, c'était la fin, c'était l'échec absolu. Et j'étais vraiment triste. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'ESCP. Ouais. Ah, ça arrive à d'autres, hein, voilà. Mais ça m'a sauvé la vie, en fait. J'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Tu vois, finalement, et je sais pas pour toi, mais moi, finalement, ça rejoignait bien qui j'étais, au fond. Je sais pas si j'aurais été un très bon prof de philo, mais j'étais faite pour me réaliser dans l'action, au fond. Donc, mais une forme de recherche, de toute manière, dans l'entrepreneuriat aussi, comme dans les lettres, comme dans les sciences, comme dans la recherche tout court. Donc, en fait, ça se rejoint hein, quelque part. Il y a de l'innovation derrière tout ça. T'explores quelque part, bien sûr. Donc, tu as choisi plutôt de transformer le monde plutôt que de le contempler. Voilà. N'est-ce pas? C'était plus aligné avec mon axe de vie, ou en tout cas avec l'énergie dont tu parlais tout à l'heure. Et je crois que j'ai réalisé que c'était comme ça que j'accomplissais qui j'étais, et puis que ça me procurait du plaisir, et puis que ça... Tu vois, quand tu le fais 4 fois de suite, il y a un moment, c'est que t'aimes ça quand même. Et en 95, tu découvres dans Télérama, Très Saine Lecture, un concours organisé par le syndicat de la presse sur le thème « L'arrivée d'Internet et son impact dans les médias ». Tu décides d'en faire même ton mémoire de fin d'études et puis tu remportes le premier prix du concours. Qu'est-ce qu'il racontait ton mémoire? Tu disais quoi dedans, tu t'en souviens? Alors, d'ailleurs, le prof de l'ESCP, qui avait été mon directeur de mémoire, l'a gardé. Il m'a dit, il faudrait que je vous le remontre. Je pense que c'était l'histoire d'une disruption, quoi, qui disait...
tout va changer. C'est la révolution qui arrive, la façon de consommer les médias, mais peut-être de travailler, peut-être de vivre va changer avec Internet. T'es allé jusqu'où? C'était de l'automatisation pure ou t'étais allé jusqu'à l'intelligence artificielle? Ah bah au moins, forcément. J'avais pris ma petite boule de cristal. Les bitcoins, t'avais déjà tout vu. En tout cas, j'aime bien écrire, donc je ne sais plus si le contenu était flamboyant, mais en tout cas, je sais que j'avais beaucoup bossé. J'avais interrogé les 3 pelés, 4 tondus qui étaient à l'époque acteurs du numérique. Tu sais, il y avait moins de 100 000 internautes en France, donc c'était vraiment très confidentiel. Cette espèce de e-chose à peine naissante venait juste d'arriver et c'était le tout début. Et j'avais fait plein d'interviews et je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux travailler là-dedans. Je ne sais pas où ça mène, mais ça me plaît. Et donc, tu obtiens ton diplôme, tu commences ta vie professionnelle dans le groupe Omnicom. Et tu es directement co-directrice de la branche Internet et publicité en ligne. C'est dingue. Quoi, d'être directrice comme ça d'une... En fait, tu te rends pas très bien compte. 23 ans. T'as aucune idée de ce que fait cette entreprise. Enfin, en école, en tout cas, et moi qui venais de ce parcours plus littéraire, tu vois, les grandes notions macro, ce que fait l'entreprise, comment ça gagne de l'argent, c'était très flou. Puis... Donc, je ne savais pas très bien, mais je savais juste que j'étais à ma place parce que j'étais un peu évangéliste, quoi. J'allais voir les annonceurs, les gens en interne pour leur dire les gars, le monde change, il y avait la presse, la télé, l'affichage, la radio. Tu transférer des budgets de, quelque part, la publicité traditionnelle sur des formats print ou... voilà, en disant tester, audiovisuel, mais vers en ligne. C'est ça. Et alors, à l'époque, on achetait au coup pour 1000, au CPM. C'est le truc, tu as l'impression d'avoir vécu dans des temps immémoriaux. Et tu disais, ceci est un rectangle, on peut cliquer dessus, c'est une bannière. Enfin, tu avais vraiment l'impression d'apporter la bonne parole. Que vous avez défini le vocabulaire au fur et à mesure. Enfin, mais oui, il y avait tout un tas. Il y avait l'IAB, l'Internet Advertising Bureau, qui se créait, avec des gens qui venaient des États-Unis, qui avaient l'air de détenir ce savoir, parce qu'ils avaient 6 mois d'avance. Mais toi, tu avais passé un peu de temps aux États-Unis. Oui, c'est comme ça, en fait, que j'avais fait un stage juste avant ma fin d'études. Et j'avais commencé à découvrir. Il y avait AOL qui existait, Amazon. Bon, tu vois, en 6 mois, tu n'apprends pas grand-chose, mais c'était déjà... Je suis rentrée en France, j'étais au CP sur le sujet Internet quand tout le monde était encore au jardin d'enfants. Donc, je savais. Et ce que j'ai appris, en fait, de cette époque, et qui m'a toujours... accompagnée, c'est que tu peux devenir expert d'un sujet dès lors que tu travailles beaucoup, évidemment, inlassablement, mais tu peux t'approprier un sujet dès lors que tu le creuses. Donc, si demain tu décides de devenir expert, je sais pas, du métaverse ou autre, c'est possible. Et après, d'être légitime. Tu vois, j'ai jamais ressenti de syndrome d'imposteur, en fait. Parce que les sujets, je les connais. Parce que tu bosses et que tu vas chercher l'information. Ben ouais, je les connais. Et donc, j'ai découvert qu'on m'avait propulsé là, expert Internet. Et en fait, je me suis dit, ben oui, je le suis parce que je travaille beaucoup. Et donc, j'ai toujours continué à travailler beaucoup, quoi. Alors, en 2000, tu es invité par des clients, pas n'importe lesquels, Marc Simoncini et Thierry de Passemard, qui ont créé e-France et te proposent de devenir, tout simplement, après le déjeuner, de prendre la direction générale, de devenir directrice générale de e-France. Tu t'y attendais? Mais non, pas du tout. En fait, on achetait des campagnes de pub donc tu campagnes pour Sony sur le site e-France. Et donc, la personne chez qui t'as acheté t'invite, te fait un cadeau. Donc, déjeune pour faire connaissance. Et à la fin du déjeuner, effectivement, ils disent on veut te recruter, quoi. Et là, tu dis oui? Ah bah oui, je dis oui. En fait, je comprends pas très bien non plus de quoi il s'agit, quelle est la vision, le modèle économique, tout ça est très flou. Mais les gens, c'était un peu comme pour Viviane Pratt chez OMD, sont les gens qui te donnent envie. Enfin, toi, c'est pareil, j'imagine. Ton parcours de vie, il a été jalonné de rencontres. Et moi, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, je ne sais pas ce que font ces gars-là, mais j'ai tellement envie de travailler avec eux. Donc, je suis rentrée et j'ai démissionné en disant, je suis désolée, Viviane. Je crois qu'il y a une nouvelle... Viviane, c'était ta boss. Viviane Pratt, c'était la patronne. Non, elle a voulu rencontrer Marc et Thierry en se disant, mais je ne te laisse pas partir n'importe où. C'était tellement mignon, en fait. Donc, tu es partie chez e-France. Tu passes 3 ans chez e-France et puis ensuite, tu crées ta première boîte, Cash Store. Mais oui, parce que c'est vrai que quand tu es au contact d'entrepreneurs, il n'y a pas de meilleure école pour entreprendre, pour avoir envie. Et moi, je les ai vus faire pendant des années. Leur liberté de ton, la façon d'avoir une idée que tu exécutes tout de suite. Et je me suis dit, je veux faire pareil. Quand je serai grande, je veux faire comme Marc Simoncini et Thierry de Passemard.
Donc c'est l'histoire Cachetor, Stéphanie. Effectivement, et cette nouvelle aventure Cachetor, elle commence pendant votre congé maternité. En fait, vous faites beaucoup de veille à ce moment-là. Et dans le e-commerce naissant de l'époque, vous repérez un système qui fonctionne très bien aux États-Unis, le cashback. Le principe, c'est de permettre aux internautes de récupérer de l'argent sur leurs achats en ligne. Si l'idée paraît commune aujourd'hui, ce business, il est très peu développé en France à cette époque. Et donc, sur ce principe, vous créez Cachetor en 2004. Vous totalisez 500 000 utilisateurs, 1200 sites de vente en ligne partenaires. Et puis, progressivement, vous allez faire évoluer ce modèle vers un guide d'achat, des conseils pratiques, des avis consommateurs et évidemment du cashback, toujours au cœur de ce business. Merci pour la cure de jouvence. C'est top. Tu as tout de suite trouvé un modèle, une équation qui marchait ou ça a été Mais non, compliqué? c'était ça le problème. Parce que tu avais quand même pris quelque chose qui normalement marchait, mais tu n'avais pas donné la recette? C'est ça, c'est-à-dire que je trouvais que pour le consommateur, il y avait une bonne idée, la proposition de valeur était bonne. J'achète et je reçois de l'argent, si tu veux, c'est plutôt bien. Pour le commerçant, je lui apportais un flux de visiteurs formidable. Et moi, en fait, la commission d'apport d'affaires, au lieu de la garder pour moi, je la partageais avec l'acheteur. Donc ça me faisait à chaque fois une toute petite partie de la vente. Et donc, pour que ça commence à couvrir mes charges, c'est un gros business de volume. Ça, j'avais pas compris. Surtout, j'avais pas compris que une marque B2C, mais ça, toi, tu le sais mieux que moi. Toi, t'étais pas née à l'époque, mais j'aurais dû aller te voir. C'est comment on crée une marque, tu vois. Et j'avais négligé cette partie-là. Je pensais parce qu'en fait, tu allais être en contact avec des clients, enfin des particuliers, des vrais gens, et pas juste des business. Non. Il fallait que tu sois assez forte. Moi, j'allais chercher des consommateurs en leur disant venez chez Cachetor, vous pouvez acheter en ligne, et en plus vous gagnez de l'argent, donc c'est formidable. Et puis c'est safe, etc. J'avais écrit un bouquin, le shopping en ligne, même pas peur. Et en fait, il y avait deux problèmes. C'est que, pour faire de l'acquisition, tu sais comme moi, il fallait que je trouve des moyens à coût zéro, parce que j'avais pas fait de grosses levées de fonds. Et puis deux, mon modèle était foireux, parce qu'en fait, je gagnais pas de l'argent en envoyant du trafic sur les sites e-commerce, mais quand les acheteurs achetaient. Or, le taux de conversion à l'époque, il était de moins de 1%. Et donc, je gagnais peu d'argent. Ce qui fait que, en fait, j'ai appris deux choses. J'ai appris qu'il fallait être très ingénieux pour faire de l'acquisition de trafic à coût zéro. Donc, je suis devenue la reine des RP, puisque j'avais pas d'argent pour aller faire de l'acquise. Eh bien, on avait fait une enquête auprès de tous les e-commerçants avec l'enquête Noël tous les ans. On avait ramené le Cyber Monday en France en faisant une grosse soirée avec plein de sponsors. En fait, j'avais trouvé des moyens de sortir, tu vois, du lot pour qu'on parle de nous. Et c'est comme ça que, sans pub, on a réussi à acquérir 1,5 million d'utilisateurs. Donc ça, c'était une force que j'ai eue. Original en communication, exactement. À la fois sur les canaux et sur le contenu. Après, j'ai appris qu'il fallait mes dépens, qu'il fallait quand même un modèle plus simple. C'était très compliqué, ce parcours client. Et puis qu'en fait, il fallait que je trouve un moyen avec moins de volume pour pouvoir assez vite aller chercher de la croissance dans mon chiffre d'affaires, quoi. Mais alors, tu vends ensuite, en 2011, Cachetor à Plebicom et Malinéa à vente privée, parce que tu avais aussi... Malinéa. Mais oui, parce qu'en fait, comme ma boîte, en fait, comme ça marchait pas, ça convertissait pas. À l'évidence, Cachetor n'apportait pas du tout autant d'argent que mon business plan ne le laissait entendre. Et donc, je me suis dit, mais purée, comment je vais faire pour augmenter la conversion sur les sites e-commerce? Et dans une nuit d'angoisse, je me suis dit, je vais créer une agence. Je suis Malinéa, pour augmenter la conversion. J'étais dans un espace de coworking rue Martel et je suis allée voir un des gars qui était là et je l'ai supplié de me confier une mission en disant, je vais t'améliorer, c'est à Britel, je vais t'améliorer ton taux de conversion. J'ai une super méthode, tu vas voir. C'est la nécessité, ça rend ingénieux. Et puis tu l'as appliqué. Je l'ai appliqué, ça a marché. Il m'a recommandé un client, puis un autre, puis un autre. Donc ça, ça a fait ma deuxième boîte, Malinéa, qui faisait du conseil en optimisation de site e-commerce, en amélioration de taux de conversion, et puis après en fabrication de sites, quoi. Alors, tu as donc revendu tout ça, tu es libre et tu décides de faire une pause et de voyager. Tu pars aux États-Unis, à New York. Et en 2015, ton mari et toi, vous décidez de vous installer là-bas avec ta fille. Et alors, à quoi ça ressemble ton American Dream là-bas? C'était déjà être à New York. Ça, c'est marrant, tu sais. C'était à l'époque dont tu as parlé tout à l'heure, quoi. J'avais nourri cette envie de retourner un jour à New York. C'était vraiment c'était mon rêve. Et donc, je l'ai réalisé. J'ai embarqué mon mari.
qui venait de vendre sa boîte à ce moment-là. Notre fille qui était encore toute petite, qui rentrait en 6e. Et ma vie à New York, c'était, je me suis dit, je vais regarder Extraordinaire New York. C'est le temple du commerce. Je vais essayer de comprendre les ressorts d'une boîte de retail qui se réinvente plus vite qu'une autre. Et donc, je suis allée interviewer le patron de Best Buy, de Target, de Walmart. C'est très facile, tu sais, aux États-Unis d'entrer en contact avec des dirigeants. Oui, ils ont cette culture du partage assez facile. Ouais. On peut aller les voir et puis échanger beaucoup. Alors, tu as une fenêtre de tir très courte, tu as 5 minutes, ouais. Mais néanmoins, j'ai découvert qu'en 5 minutes, tu pouvais mettre beaucoup de densité. Et donc, j'ai appris et j'ai rencontré les gens des RH, les gens de l'innovation, rencontré plein de startups. Et en fait, tout ce savoir, je le rapatriais en France régulièrement pour le partager avec des entreprises du retail en disant, voilà, c'est les bonnes pratiques. Je faisais des conférences, j'aime bien être sur scène. Et donc, c'était un peu mon dream job. Je me nourrissais, c'est un peu mon petit MBA à moi, que je partageais ensuite en France. Et c'est comme ça que Renaud m'a appelé en disant, vous avez l'air de connaître un peu le digital, la transformation, etc. Oui. Ça nous intéresse pour le board. Le board de Renaud. Ouais. Voilà, et c'était à cette faveur-là. Et alors, c'est en même temps, donc aux États-Unis, que tu fondes, d'ailleurs, toujours dans la série conférence, le Win Forum, qui promeut la diversité et l'inclusion dans le monde professionnel, justement. Qu'est-ce que tu voulais changer à ce moment-là? Oui, parce qu'en fait, il y a 2 fils conducteurs dans mon histoire. Il y a tout ce qui est autour de l'innovation, la transformation des modèles économiques, le digital dans tout. Et puis, il y a aussi promouvoir un peu plus d'égalité, d'égalité, les femmes qui entreprennent, les femmes dans la tech, les femmes leaders. Non que j'ai souffert d'une quelconque manière dans mon parcours d'être une femme, mais je voyais bien qu'autour de moi... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, en arrivant à New York, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de choses sur la diversité, mais en verticale. Tu vois, les femmes dans la finance, les femmes dans les médias. Et j'ai voulu faire un événement transversal et qui marchait super bien. On a fait pendant 5 ans, il y avait 1000 participants. C'était dingue. Et j'ai fait venir sur scène plein de femmes et d'hommes très connus. Alors, tu es devenue, justement, par toutes ces actions-là, un rôle modèle. Et donc, tu es ensuite aussi devenu business angel, donc c'est toujours dans l'accompagnement, la transmission aussi de ce que tu connais et puis le soutien. Tu as même été jury dans Qui veut être mon associé. J'en connais d'autres. Oui, il y en a d'autres, on est plusieurs. Ouais. Et donc, c'est quoi tes critères d'investissement quand tu choisis justement des sociétés que tu vas... Eh bien, il y en a 3. Cette thèse d'investissement par laquelle j'ai quand même pas mal perdu d'argent, parce que c'est difficile de bien investir. Oui. Mais donc, j'ai investi plutôt sur des projets portés par des équipes mixtes ou des femmes. Donc, le talent est un sexe, mais c'était cette histoire de redistribuer. Tu vois, Tatiana est venue parler ici, ou Céline Lazorte, elles t'ont raconté ça bien mieux que moi. Mais moi, c'était plutôt des projets portés par les femmes ou mixtes, des projets qui étaient autour du retail tech ou fintech, voilà, parce que j'avais plus d'affinité avec ça. Et puis des projets de plus en plus à impact, quoi. Mais ça devient une commodité, au fond. Aujourd'hui, dire j'investis dans des projets impact, c'est comme si tu disais j'achète une voiture qui a 4 roues, non? Donc, c'est plutôt comme ça. Et c'est pour ça que j'étais au bord de Céline Lazorte, que je suis chez Ada Tech School, Chloé Hermary, chez Maud. Une partie de tes investissements. Caillot. Gringott, ben oui. Litchi depuis longtemps, Ada Tech School. Ah, c'est chouette, Rich. Ouais, ça, ce sont des hommes, mais très chouette, l'influence marketing et Pop Shop, le futur du commerce. Ouais. Et donc, tu es désormais vraiment revenu en France et l'année dernière, tu t'es lancée justement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, Stéphanie. Et cette nouvelle aventure, c'est Envie, une école dédiée aux indépendants déjà installés ou en devenir. L'objectif, c'est les aider à se lancer, se perfectionner, être rentables et aussi de rompre avec la solitude de l'entrepreneur. Vous proposez une quinzaine de formations de 2 à 12 semaines, des modules à la carte aussi, des séances de coaching avec des mentors prestigieux, apprendre auprès de ceux qui ont réussi, une pédagogie que vous auriez aimé trouver quand vous avez débuté. C'est ce que vous avez dit dans une interview récemment. Oh, c'est génial de s'entendre. On peut refaire ça souvent, parce que moi j'adore, en fait, tu sais, ah oui, tu prends du recul, mais tu dis, ah oui, ça me plaît en fait. Oui, ça me plaît. Mais alors du coup, tu dis qu'Envie, c'est la boîte de ta vie. Ah ouais. Vraiment. Bah, tu vois, je renoue avec finalement mes premières amours. Moi qui voulais être prof de philo, maîtresse, ça y est, j'y suis. Je suis maîtresse d'indépendant. Toute l'adrénaline du démarrage, mais aussi de la nouveauté.
Et puis, il y a aussi mon sentiment, c'est que ce qu'on est en train de vivre sur la révolution du travail, Future of Work, c'est vraiment le contrepoint de ce qu'on a connu il y a 25 ans avec la révolution digitale. Là, on était customer-centric, là, c'est vraiment employee-centric. Les entreprises, pareil, ça questionne complètement leur fondement, leur raison d'être, leur façon d'opérer. Enfin, il y a tellement de choses qui sont similaires. Et puis, quand tu as passé 20 ans et plus à entreprendre toi-même et à investir dans des entrepreneurs, ben ça te donne un socle pour pouvoir construire une méthodo, une ingénierie pédagogique hyper pragmatique qui dit, voilà, qu'est-ce qui fait que ça va marcher à petite échelle si moi, je me mets à mon compte demain. Et là, on te voit avec toute l'équipe d'Envie aujourd'hui. Comment vous êtes trouvée? Comment vous êtes choisie? Alors, mes cofondatrices, ce sont des amies d'enfance. C'est drôle, hein. Je crois que... Enfin, je ne sais pas, toi, comment tu as choisi tes cofondateurs, là, mais moi, j'ai besoin... Ouais, plein de méthodes, mais moi, il y a cette idée de confiance absolue, quoi, et d'amour professionnel. Enfin, c'est assez drôle, mais je sais que, quoi qu'il arrive, c'est à la vie, à la mort, et donc, qui, en plus, ont des compétences complémentaires des miennes. J'ai une amie d'enfance qui était prof pendant longtemps et qui est elle-même devenue indépendante. Donc les affres du passage à l'entrepreneuriat individuel, elle connaît et elle est extrêmement pédagogue. Elle s'occupe de l'école. Une autre qui a toujours été, qui est directrice artistique d'Orange et qui fait une respiration pendant quelques mois et qui vient respirer chez nous et qui nous fait tout l'univers graphique. Une autre, Karine, avec qui j'avais monté le Win Forum à New York, qui est un couteau suisse, super CEO, qui va lever de l'argent, qui est super bonne sur la tech. Vous êtes très complémentaires. Mais de folie. Et il y a une très très forte confiance. Tu as l'impression d'aller plus vite que la première fois où tu étais entrepreneur? En fait, je crois que j'ai tiré les enseignements de mes multiples erreurs, tu vois, et que je sais qu'il faut marcher sur plusieurs jambes de chiffre d'affaires. Je sais que dans ton business plan, le seul chiffre qui vaille, c'est le numéro de page. Je sais qu'il faut y aller humblement mais résolument. Et puis je sens que c'est le moment. Tu vois, je sais pas. C'est lié à la pandémie, tu penses qu'il y a une ça a été un accélération accélérateur sur le futur du travail, en tout cas une nouvelle conception de la manière avec laquelle on travaille, on collabore ensemble. Probablement. Pas mal à distance, aussi en étant un peu plus indépendant. Ouais, il y a cette notion de sens à laquelle toi aussi tu réponds avec Captain Cause, mais il y a cette idée de j'aspire à plus d'autonomie, plus d'équilibre, plus de sens dans mon boulot. Alors, je peux le trouver dans l'entreprise, à condition que l'entreprise fasse grandir sa dimension entrepreneuriale dans sa culture, mais je peux aussi la trouver si je me mets à mon compte. Sauf que si je me mets à mon compte, sans doucher l'enthousiasme des gens, il faut vraiment leur dire c'est difficile. Tu vois, même quand tu vas pas lever de l'argent et tu n'es pas start-upper, même si tu es indépendant, il y a quand même 2-3 choses à savoir. Donc je pense que oui, il y a une accélération à la faveur de la pandémie où tu te dis à quoi je sers, quoi. Il y a cette idée de sens quand même qui est sous-jacente. Oui, de sens. Non seulement ça évolue sur le fond, donc l'ambition, la raison pour laquelle on travaille, mais aussi sur la forme, puisqu'on travaille beaucoup plus à distance. Donc en fait, c'est vrai que c'est une grande révolution par rapport et le sens, c'est formidable de le questionner, mais après la poésie, les mathématiques, il faut être rentable durablement. Et je crois que c'est à ça qu'on va servir. Alors, on commence, qu'est-ce que tu as comme conseil justement à donner aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés, à part rejoindre Envie d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est sûr, évidemment, venez nous voir. Mais attention, on a un programme de sélection assez drastique parce que c'est pas du tout dans le discours tout le monde entrepreneur, c'est pas vrai, quoi. Il faut que tu aies une vraiment forte motivation. En fait, on a mis au point c'est soit lucide, mon conseil, c'est soit lucide, d'abord sur les raisons qui te poussent à entreprendre, qu'est-ce qui te motive vraiment. Pourquoi tu le fais? Pourquoi je le fais, tu vois. Il y a des vraies bonnes raisons, il y a des vraies mauvaises raisons de le faire. Quelles sont tes ressources? Tu vois, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir, dans les autres? Est-ce que j'ai une grosse capacité de boulot? Est-ce que si demain tout vacille, parce que tout vacille, tu le sais, mais est-ce qu'il y a des gens, tu vois, qu'est-ce qui va être solide derrière? Est-ce que j'ai de l'aptitude dans mon travail? Puis il y a quelques compétences quand même à maîtriser. Donc, mon conseil, c'est soit lucide, et puis si jamais tu passes notre assessment qu'on a fait avec des chercheurs en neurosciences et que c'est plutôt vert, eh bien, on va t'apprendre les compétences qui te manquent. N'aie pas peur. Alors, pour conclure, j'ai une petite question inattendue. Ouf, purée. Oui, purée. On m'a dit, on a tous vu la quantité d'énergie que tu es capable non seulement de déployer, mais aussi de partager et donc de créer autour de toi. Ouais. On m'a dit que tu carburais au Barbaboost. Et moi, je veux connaître la recette du Barbaboost. Ah, le Barbaboost. C'est le lundi matin à 8h30 dans ma communauté. Mais le Barbaboost, c'est ce petit moteur que j'ai en moi
C'est qu'est-ce qui le nourrit? Ouais. La curiosité, la soif d'apprendre. C'est les autres, les entrepreneurs, ça nourrit énormément mon énergie. Fréquenter des entrepreneurs, tu sais, tu mets les doigts dans la prise et tu vois le monde comme eux, surtout les plus jeunes. Purée, ça fait du bien. Et puis, il y a ma foi. Moi, j'ai un truc qui me tient les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Hein. C'est que je crois qu'il y a des trucs plus grands que nous qui se passent. On n'est pas, je dis à ma fille, être en vie, c'est pas juste maintenir ton corps en vie, tu vois, ni ta tête. Il y a une dimension de ton cœur que tu peux faire grandir et il y a une présence. Moi, la mienne, c'est la foi que je vis. Et ouais, c'est une source de joie. En fait, chez moi. Voilà, la joie, la curiosité, la foi, l'ambition. C'est un peu le de folie cocktail aussi, je pense. détonnant, voilà, avec petit grain de folie. Un petit grain de folie. La vie est le cocktail qui fait le Barba Boost et qui te fait avoir toute cette énergie que tu partages. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Fred.